Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde journée donc, sur les implications philosophiques de l'IA. Alors cette matinée sera consacrée aux enjeux esthétiques et de philosophie de l'art. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir Alexandre Geffen, donc, qui est directeur de recherche au CNRS. Il a travaillé sur la question des théories littéraires, sur la littérature contemporaine, les écritures ordinaires amateurs et enfin dans le domaine des humanités numériques. Il a publié de très très nombreux articles et ouvrages. Alors j'en ai retenu en particulier deux. Donc Créativité artificielle, les presses du réel en 2023, Vivre avec ChatGPT en 2023 à l'Observatoire. Il dirige également un numéro spécial de Intellectica avec Philippe Hounman sur les philosophies de l'IA, penser et écrire avec les LLM. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tout le monde raconte sa petite histoire avec l'IA, mais moi, la mienne, c'est que, en fait, j'y suis arrivé parce que je faisais des humanités numériques, donc qui étaient à la base des méthodes statistiques, d'analyse des textes, et que il y a 10 ans à Stanford, on était dans un laboratoire avec une équipe que j'avais, et là, on a découvert en fait les premiers outils capables de faire du NLP avec des réseaux de neurones qui s'appelaient BERT, qui s'appelaient les modèles vectoriels, etc. Donc on a découvert ça et l'effet de stupéfaction de la puissance de ces outils à faire parler de corpus de texte m'a conduit à suivre les questions propres à l'IA. Je les suis à la fois d'ailleurs sur un plan institutionnel parce que je suis directeur adjoint scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Et là, je travaille avec pas mal de collègues, y compris à l'intérieur des SHS, autour de l'IA. Et puis à côté, j'essaie de développer un travail qui vise à donner une profondeur philosophique et historique à l'IA à travers un projet ANR qui s'appelle Culturia. Dans ce projet ANR, on s'intéresse beaucoup à l'art considéré à la fois comme une manière de comprendre comment on s'approprie, comment on trafique avec l'IA, mais aussi peut-être une manière d'en comprendre les enjeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les enjeux esthétiques. Qu'est-ce que l'IA fait à la philosophie de l'art, qu'est-ce qu'elle change à la philosophie de l'art. Et là, on commence par une belle image d'une artiste américaine qui s'appelle Sacha Style. La plupart des images que je vous montrerai, elles sont tirées d'une exposition dont je suis l'un des commissaires, qui a lieu en ce moment au musée du jeu de paume, qui s'appelle Le Monde selon l'IA. Le Monde selon l'IA, c'est ouvert jusqu'au 20 septembre. Et on va parcourir bien des œuvres à travers cette présentation que vous pouvez retrouver exposée. Alors, la première chose, en introduction, cet art de l'IA, il se présente à la critique, au regard, avec un paradoxe. D'une part, on est dans un art qui fait envie. Là, c'est les courbes sur le nombre de ventes d'œuvres IA, dont la célèbre vente qui a engendré des protestations il y a quelques semaines, et le nombre d'expositions ayant lieu sur l'IA. Donc c'est un art qui fascine, qui se voudrait être une avant-garde et qui est parfois regardé comme cela, mais on va le voir, c'est souvent un art qui est dévalué, un art qui est interrogé, dont son statut, est-ce qu'il y a un art vraiment propre à l'IA, est-ce que l'IA est un médium, est-ce que c'est le moyen d'autres médiums, c'est des questionnements qui se restent vraiment encore en cours, et c'est un art qui est d'autant plus dévalorisé parfois qu'il s'inscrit dans un univers de représentation qui sont très très saturés. On a des images de robots, de machines artificielles qui nous tombent aussi bien de HAL, de 2001 du l'espace que de Terminator, de tout ce que vous voulez. Donc c'est un art qui s'inscrit dans un imaginaire culturel qui le représente déjà. Et ça, c'est un effet très troublant. Par ailleurs, c'est un art que vous rencontrez sur le net dans des flux qui le fondent maintenant avec d'autres images. Les images IA sont indistinguables des images non faites par les IA. Et vous êtes dans une abondance désormais
d'œuvres, si vous faites si vous promenez sur des sites web, d'œuvres ou du moins d'illustrations, certaines faites avec l'IA, certaines faites sans IA. On ne sait plus exactement qu'est-ce qui a été proposé. Et si vous allez sur les grands showcases de Midjourney, par exemple, c'est des centaines et des centaines de milliers d'œuvres, puisque, par exemple, Midjourney vous oblige à rendre votre œuvre publique, vous n'avez pas de droit d'auteur dessus. Ça pose toute une série de problèmes pour approcher à ce choix artistique. Je vous rappelle les critères de la valeur en art. Je vous ai mis un petit vermeer. L'art, traditionnellement, est marqué par la rareté et la limitation. Quand un écrivain, quand un peintre est mort, son œuvre s'arrête. La signature et l'authenticité en sont depuis au moins la Renaissance des caractéristiques déterminantes. Ça va donc avec des possibilités d'appropriation et de collection. Et l'artiste, depuis aussi la Renaissance, avec une accélération au XVIIIe siècle, est conçu comme celui qui a un regard différent, un style propre, qui a une singularité. Par ailleurs, la notion d'effort ou de compétence spécifique, que l'effort soit un effort, une compétence artisanale, à la manière dont Michel-Ange savait manier le burin, ou que ce soit un don des dieux, que ce soit des dieux psychopontes qui l'inspirent, qui donnent à l'artiste une compétence spécifique. Il y a un propre de l'art qui ne se raisonne pas à l'idéalité. Et par ailleurs, l'œuvre moderne, elle s'ouvre toujours dans une forme de résistance ou de complexité interprétative. Si on est à la Umberto Eco, c'est l'œuvre moderne, celle qui se définit par l'ouverture du sens. Or, la déflation de l'IA en régime génératif, elle se caractérise par cet sentiment d'absence totale d'effort. C'est ce qui conduit à la faire dévaluer. Elle n'est plus singulière, non seulement elle est répétable, mais elle est réinventable à nouveau frais. C'est pour ça que je vous ai mis une photo de ce pauvre Walter Benjamin mélancolique. Il était déjà, après qu'il ait essayé de penser la reproductibilité de l'art à l'heure de la photographie. Par ailleurs, c'est une œuvre qui est extrêmement moyennisée, qui représente, si on n'utilise pas spécifiquement et si on ne donne pas une intention dans le prompt, une sorte de moyenne algorithmique des représentations qui sont dans les corpus. Et en fait, si elle est caractérisée de telle ou telle manière, c'est parce que les corpus sont caractérisés, mais sinon, ça reste une moyenne. Elle n'a pas de signature, je vous disais, le régime juridique est extrêmement complexe pour le moment. Est-ce qu'on peut s'approprier une œuvre qu'on ne s'est fait que prompter ? Le débat juridique est en cours. Et par ailleurs, pour la collection, il n'y a pas d'appropriation possible, justement parce qu'elle n'est pas signée, parce qu'elle est difficilement vendable a priori. Donc on se retrouve finalement dans une œuvre d'art qui, du côté, dans cet espace, dans ce qu'on pourrait rappeler le champ bourdieusien, se situe du côté du nombre, de la quantité et de la faible valeur. Et ça, je crois que ça marque beaucoup les choses. Et au Jeu de Paume, on va exposer des artistes qui vous montreront et essayeront de réinvestir de la valeur dans cet art hyper démocratique qu'est l'art IA. Tout ça a entraîné une première posture par rapport à l'art, générée par les IA, qui est une posture de refus et de protestation. Alors vous avez vu tous les mouvements, Noé Etoile, les tribunes, en France, la lettre des 6 000 artistes après la vente organisée par Christie's, l'album qui s'appelle, un album silencieux qui s'appelle Is It What We Want, où les artistes marquent le silence qui pourrait être les œuvres. Et par ailleurs, vous avez vu toute une série d'actions collectives. Il y en a beaucoup. J'en ai mis juste une. C'est celle de Getty Images, pour usage non autorisé de millions d'usages. Les critiques ont, de ce point de vue-là, pointé la manière dont l'art de l'IA était une recombinaison, un extractivisme culturel, pourrait-on dire. Là, je vous ai mis des œuvres que j'ai exposées, et puis je vous ai mis aussi la première œuvre vendue par une IA, le portrait de Bellamy du collectif Obvious, qui a été extrait, pourrait-on dire, à partir d'un corpus de 7000 portées du XIXe siècle. Et là, je vous ai mis d'autres œuvres que j'ai exposées, mais qui sont des œuvres à forte teneur recombinatoire, sur des corpus ad hoc. Autre inquiétude, la destruction de l'archive. L'art, elle garantit aussi
une sorte de feuilletage historique des représentations. Lorsqu'on est capable de fabriquer des photos de Robert Capa, que devient-il de l'archive? Est-ce qu'on n'est pas dans ce que Pierre Cassou-Noguès appelle l'anarchive, l'anarchive propre à l'IA? Et au final, l'art de l'IA est souvent dénoncé à travers ces stéréotypes. Là, je vous ai mis une œuvre qui est faite par Midjourney, si on peut parler d'œuvre, dans laquelle vous avez à la fois les stéréotypes sexuels qui tiennent au biais d'entraînement, et puis le stéréotype de Midjourney qui a été entraîné sur beaucoup de films de science-fiction, d'heroic fantasy, et qui a souvent un peu se rendu un petit peu cyberpunk. Donc on en vient à critiquer ce qu'on a pu appeler le kitsch algorithmique. C'est une expression que vous trouvez chez l'artiste Gréo Chatonsky, chez Guévino, et mon ami éco-commissaire Antoine Somani, même pour des œuvres extrêmement vendues, comme celle de Refik Anadol, qui est l'artiste le plus célèbre dans le terme d'IA, lui parle d'économiseur d'écran. Alors, vous voyez donc que tout ça, au fond, essaie de constituer des lignes de défense, un périmètre de l'art de l'IA, en soulignant d'ailleurs toute une série de limites que vous allez retrouver dans tous les discours sur l'art de l'IA. L'art de l'IA est un art sans corps, d'individus sans corps, sans possibilité d'agir sur le monde pour le connaître vraiment. C'est un art de la recombinaison statistique et algorithmique. C'est un artiste qui ne peut pas interagir sur le monde. C'est un artiste qui n'a pas vraiment une mémoire. Il n'a pas une histoire individuelle inscrite dans ce corps. Il a juste la mémoire qui est la fenêtre de l'IA, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qu'elle va prendre en considération. Par ailleurs, elle n'a pas d'objectif propre. Ça, c'est le grand débat. On entendra tout à l'heure, j'imagine, Jim Gabarret revenir sur cette question d'intentionnalité. Mais j'y reviendrai aussi parce que c'est une notion qu'on peut aussi interroger. Elle n'a pas de liberté par rapport à la censure humaine. Les IA, elles sont soumises en fait à des formes de ce qu'on appelle de l'alignement. On les conditionne à ne pas donner, par exemple, des contenus sexuels, ce qui est souvent un peu embêtant pour l'art. Et il leur manque aussi peut-être un petit peu de hasard, de leur prévisibilité algorithmique. La traversée des espaces latents se fait par une moyennisation. Donc là, je vous ai mis en photo une œuvre de Refik Anadol qui joue sur la beauté pure des données. Mais est-ce que la beauté pure des données, est-ce que ce qu'on peut appeler l'apophénie, la beauté accidentelle des données est suffisante pour caractériser des œuvres sans intention directe d'art? Est-ce qu'on peut parler d'intention déléguée? C'est là que tout le débat se fait. À ces options de refus, à cette manière de contingenter cet art de l'IA, une autre option est possible, une autre option qui est incarnée par tous les artistes qu'on a rassemblés au jeu de paume, qui est une option d'appropriation. Là, l'idée, c'est que ces modèles grand public, eh bien, on va s'en passer, ou on va les hacker, ou on va expérimenter les artistes vont expérimenter leur propre IA, leur propre modèle, ou au moins leur propre corpus d'entraînement. Et vous allez voir toute une série de jeux, si vous allez au jeu de paume, vous allez avoir, par exemple, des artistes qui vont dire, ben voilà, moi, je ne vais pas parler de l'IA avec l'art produit par l'IA, mais je vais en parler métaphoriquement. Vous aviez notamment une œuvre de l'artiste Clemens von Wedermeyer qui représente des réseaux de neurones, mais avec du cyanotype. Vous avez un artiste Julien Charrière qui, lui, représente l'IA en faisant fondre du matériel informatique pour faire une sorte de larve artificielle. Vous avez la célèbre Kate Crawford qui porte un regard critique sur l'IA avec une vieille technique qui est celle de la carte de savoir pour cartographier l'infrastructure de l'IA. Donc ici, l'IA est traitée métaphoriquement
Elle peut être aussi traitée aussi par la reprise de pouvoir sur la génération automatique lorsque des artistes vont retravailler ce qui a été donné par l'IA. Là, à gauche, vous avez un travail d'une artiste sénégalaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Linda Dounia, qui, elle, fait générer des écritures imaginaires à l'IA, mais simplement elle les interprète en peignant elle-même. Et à droite, vous avez une réflexion artistique de Théophysiste Stylianou Lambert et Alexis Achilleos sur les travailleurs inconnus de l'histoire culturelle, où elle a fait générer des portraits par une IA, de portraits de ces travailleurs inconnus. L'IA est donc là pour combler les manques de la mémoire et non pas pour la fausser. Simplement, ensuite, elle va les imprimer, les préparer soigneusement, elle les projette avec un système de diapositives. Et ça, ces formes d'appropriation très, très originales de l'art, IA par des artistes qui vont ensuite les remédiatiser, elles sont très marquées dans tout ce que j'ai pu exposer. J'ai fait une première exposition où j'avais aussi exposé un artiste qui, lui, combine à la fois l'IA, la nature et des techniques d'artisanat. Donc les artistes trouvent des manières de ne pas être écrasés par un fer algorithmique qui réduirait, pour eux en tout cas, leur forme d'agentivité. Si vous discutez, on avait organisé un colloque sur l'art et l'IA avec ces artistes, on récupère de l'agentivité en traitant métaphoriquement ou en traitant analogiquement l'IA. Alors d'autres choisissent de jouer avec leurs connaissances techniques, ils se font programmeurs comme ils se font artistes. Un artiste, comme vous voyez à gauche, comme Igor Kraft, a joué de la reconstitution de statues grecques, et pour ça il a développé ses propres modèles, ses propres techniques d'extrusion 3D. Une artiste comme Chosa Stahl, qui était déjà en inauguration de cette présentation, elle entraîne ses propres modèles avec des écritures qu'elle invente et ses propres textes, et elle donc personnalise extrêmement fortement l'IA, et bien des artistes qui étaient présents au Jeu de Paume étaient arrivés avec leur ordinateur quand ils faisaient des choses sur place, ou en tout cas avec des compétences informatiques, à défaut de savoir manier le burin ou de savoir de maîtriser la technique d'autres formes de peinture. Les artistes contemporains, ils utilisent du Python, et ils savent entraîner Stable Diffusion sur leur propre corpus, etc. etc. Alors, tout ça conduit à ce qu'on pourrait appeler une traversée à nouveau frais de l'espace latent. Je vous disais que l'espace latent, ce qui est l'espace dans lequel... c'est l'expression qu'on importe de l'informatique pour décrire l'espace du modèle, l'espace où le modèle se représente de manière matricielle le monde, et les artistes imaginent donc des manières de trouver dans cet espace latent des choses qui ne soient pas des poncifs culturels, en évitant cette faible valeur de l'art par IA, cette faible valeur de l'art de toutes ces images qui nous envahissent et nous semblent ridicules. Ici, là, je vous ai mis le travail de Igor Paglen à gauche, qui lui utilise encore des GAN, en disant que les GAN, c'est plus imparfait, c'est plus beau. Et à droite, je vous ai mis Grégory Chatonsky, artiste français qui a une dextérité dans la manipulation de Stable Diffusion et qui entraîne ses propres modèles et sait les infléchir. D'autres artistes font encore un autre choix en disant, voilà, pour m'approprier l'art de l'IA, je vais jouer avec eux. Là, ce sont des artistes qui jouent avec la dimension pop de l'art de l'IA. Vous les verrez aussi au Jeu de Paume. Holly Anders qui joue avec la présentation de son visage, ou Christian Marclay qui fait une sorte d'orgue à images pour montrer la saturation, l'hypermarché des images, pourrait-on dire, créées par l'IA.
Dernière forme aussi que je trouve intéressante, ce sont des artistes qui montrent le processus de co-création avec l'IA. Et là, ça c'est une œuvre d'un artiste poète canadien qui s'appelle Jave Johnston et qui, lui, a filmé la manière dont il écrivait, dont il réécrivait la poésie générée par une IA. Vous voyez à la fois le flux généré par un GPT-2 et l'artiste qui intervient. Il appelle ça la sculpture, du carving, hein, et il a l'impression que son art de poète devient une manière de sculpter l'IA. Et tout ça, ça se présente sous forme d'une performance. Hein, donc vous voyez la collaboration en temps réel, c'est tout à fait passionnant. Alors une autre manière de réinventer de la valeur, il y en a d'autres, hein, du côté de l'institution, c'est par exemple de faire comme Midjourney, des magazines en papier glacé qui vont singulariser les œuvres, ou alors, comme le font d'autres artistes, de vendre l'œuvre avec un NFT qui permet de réintroduire de la rareté et de la possession dans des œuvres qui sinon sont une sorte de nuée indifférencié. Alors, troisième point pour moi, après vous avoir exposé les formes de réaction et d'appropriation artistique face à l'œuvre de l'IA, hein, les questions que l'IA pose au sens propre à la philosophie de l'art. Et ces questions-là, je les regarderai rétrospectivement, hein, comme étant toute une série d'antinomies irrésolues de l'art moderne. Là, je vous ai commencé par vous mettre la belle boîte de Brio, hein, de Warhol, qui, vous savez que Danto en fait une manière de comprendre la déspécification de l'art contemporain. C'est évidemment cette question de la spécificité, hein, qui est tout de suite en question. Est-ce que l'art a besoin d'une ontologie spécifique? Est-ce que l'art est à penser à travers la question de l'idée ou la question du travail ou de la technique? L'art moderne, dans son devenir abstrait, conceptuel, philosophique, hein, a évidemment déspécifié l'œuvre d'art. Elle a pensé le concept et l'idéalité du projet artistique comme étant suffisant, sans réalisation technique. Elle a pensé de l'art à travers des objets ordinaires. C'est en tout cas une grande question que pose la modernité, qui se repose finalement à nouveau frais avec l'art propre à l'IA. Quelle est la place de l'auteur, hein, grande question, hein, que la modernité avait aussi mis en place. Moi, je parle volontiers d'une deuxième mort de l'auteur avec l'IA, mais il y a une première mort, celle de Foucault et de Barthes. Pour Foucault et Barthes, vous le savez, l'artiste n'était pas propriétaire au fond de sa langue, il était parlé par la structure linguistique et par-delà par la structure économique, hein, et seul le vrai artiste parvenait peut-être à insuffler une opacité, une nouvelle liberté par le jeu formel dans une structure qui avait tendance à parler pour l'artiste. C'est exactement la même chose dans ces modèles de diffusion qui créent des images ou ces modèles de langage qui créent des poèmes, hein. C'est au fond le langage qui parle, ou en tout cas les 100 milliards de mots injectés par ChatGPT qui parlent, hein, une espèce d'intelligence ou de poésie collective de l'humanité qui est créée, et on voit clairement ce rêve, hein, de disparition de l'auteur par rapport à la structure du monde qui parlerait. Et durant cette exposition, puis durant toutes mes recherches, je fais pas mal de bouquins, d'articles sur cette question de la disparition de l'auteur. Je vais y consacrer, je pense, un livre. Moi, je suis fasciné à quel point, depuis tous les mécanismes qu'on invente pour avoir un art qui va être fait par des automates ou des poèmes qui vont être combinatoires, à quel point l'art a voulu faire disparaître l'agentivité de l'auteur et le déléguer à une sorte de processus, à une sorte de mécanique. Au fond, le paradoxe de l'auteur de la modernité, c'est que c'est un auteur qui a voulu très souvent remettre
son contrôle, se démettre de son statut d'auteur. Il y en a de très nombreuses conséquences. Je vous en ai mis une autre autour de la question de la compétence. Ça, je ne sais pas si vous reconnaissez Congo, le chimpanzé, des années 50. C'est le premier animal qui a peint des toiles spontanées que Picasso et Miro ont acheté avec grand bonheur. Il y en a eu plein après. Alors, est-ce qu'il y a une compétence artistique spécifique à conserver? C'est une grande question. Toujours avec la question de l'auteur, la question de l'influence. Là, je vous ai mis Banksy. L'influence, est-ce qu'elle n'est pas suffisante à expliquer une œuvre d'art? Est-ce que ça existe, une nouvelle image? Est-ce que lorsque l'IA crée une image, elle ne fait que transposer au fond la manière dont un artiste, qui lui-même est nourri de références, va créer? Est-ce qu'on peut renvoyer au fond au subconscient artistique l'espace latent des IA modernes? Est-ce qu'elle est simplement une accumulation référentielle comme celle qu'il y a dans l'esprit de celui qui crée? C'est une grande question pour Borges, pour un ensemble d'écrivains qui ont beaucoup joué là-dessus. Il n'y a pas de nouveau. Borges vous dira que des idées nouvelles, il y en a en art tous les millénaires. Il n'y a jamais rien de nouveau. Et clairement, l'influence, le fait d'être influencé, le fait d'être parlé par d'autres œuvres, elle travaille toute la culture moderne. Il y a un bouquin d'Aaron Bloom qui résume bien ça, qui s'appelle The Anxiety of Influence, un bouquin très célèbre aux États-Unis, la peur de l'influence. Bon, eh bien, c'est sans doute cela aussi qui se joue lorsqu'on dit votre œuvre IA, elle est juste une œuvre qui a été collée, copiée, qui plagie, qui approprie ce qui a été fait par d'autres. Derrière, il y a aussi la question du statut, au fond, du peintre du dimanche, de l'amateur, de cette frontière potentielle qui pourrait s'écrouler entre le professionnel et l'amateur. Là, je vous ai mis le facteur cheval, donc vous savez à quel point il a fasciné les surréalistes. Autre question très importante qui est réouverte par l'art autour de l'IA, c'est la question de la représentation. La grande question de la modernité, c'est est-ce que l'art représente le monde? Est-ce qu'il échoue à le représenter? Est-ce qu'il doit refuser de le représenter? Est-ce que si l'art visuel représente le monde, il représente un contenu textuel comme l'art chrétien le fait dans les églises? Est-ce que l'art est réductible à cette représentation? Est-ce que les représentations elles-mêmes ne nous piègent pas et de ce point de vue-là, on va faire jouer la représentation textuelle contre la représentation iconographique, le fameux Magritte, la trahison des images. Bon, tout ça sont des questions qui sont posées évidemment par l'art de l'IA, qui est une manière tout à fait étrange de représenter le monde, puisque l'art de l'IA, au fond, représente non pas des éléments sensibles, mais ce que des hommes ont déjà représenté. Donc, est-ce qu'on peut toucher au monde, on peut reconstruire une ontologie de l'art autour de ce régime de représentation indirecte? Et ensuite toute une série de questions. Qu'est-ce qui n'est pas encodé? Qu'est-ce que ces générateurs d'images ne peuvent pas rendre sensibles? C'est peut-être certains effets visuels, certains effets sensibles, puisqu'elles s'appuient sur des descriptions d'images. Or, vous avez beau décrire un Vermeer pendant des pages et des pages, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à capturer. Et si vous ne capturez pas toute l'essence de la peinture, vous ne reproduirez pas tout avec du texte de l'essence de la peinture. C'est aussi le rapport à l'imprévisible, très, très, très important dans l'art moderne. Ce jeu avec ce hasard algorithmique. Je vous ai mis ici évidemment un dripping de Pollock, cette manière de laisser aussi une part de hasard dans la génération. Elle se rejoue dans l'art par rapport à l'IA. Autre grande question de l'art moderne, la question du sensible. Alors bon, là j'étais un petit peu méchant, je vous ai mis la fameuse maître d'artiste de Manzoni, mais est-ce que l'art est destiné à produire de l'émotion, ou est-ce qu'en produisant de l'émotion, de l'empathie, il s'abaisse alors qu'il doit rester du côté de la forme? C'est une question qui se repose avec un art IA qui rencontre souvent la froideur. Quand on discute avec les visiteurs du jeu de paume, une question qu'on parcourt souvent, et c'est est-ce que je peux être ému par une œuvre artificielle?
hein, une œuvre qui ne représente pas une émotion humaine. Donc tout ça, ce sont plein de questions. Il y a la question de la délégation aux machines, hein, même si, vous savez, il y avait cette exposition magnifique, Artistes et robots, qui montrait à quel point la délégation machine est quelque chose de très très ancien dans l'art. La question de l'accessibilité, hein, aussi est tout à fait importante. Là, je vous ai mis un Jeff Koons. Est-ce qu'un art accessible, hein, qui est destiné à finir dans les boutiques des musées possibles, au fond, c'est aussi largement, c'est pour ça que j'évoquais Bourdieu tout à l'heure, la question du rapport à la démocratie de l'art qui se joue avec ces moyens de création accessibles depuis votre ordinateur. Là, je vous ai mis des pommes de terre d'Agnès Varda. Est-ce que le non-œuvre, est-ce que l'œuvre minimale, l'œuvre ordinaire, l'œuvre vernaculaire ou l'art brut, hein, font partie de l'art? Eh bien, l'IA peut-être repose à nouveau frais, hein, ces questions sur l'art brut ou l'art vernaculaire, des vieilles questions travaillées autour notamment de Dewey, hein, est-ce que l'art est la continuité de la vie ou pas, ce sont des questions qui, je crois, travaillent l'art. Alors, est-ce qu'il me reste quelques minutes encore? Oui, bien sûr. Alors, dernier point, je vais changer d'approche, et là, je vais sortir un petit peu de la philo-esthétique pour être du côté de la manière dont l'art ne se contente pas d'utiliser l'IA, ou de refuser d'utiliser, on l'a vu, ou d'interroger l'IA qu'elle utilise de manière réflexive. Elle ne se contente pas de jouer avec les modèles, de les hacker, de les tordre pour produire quelque chose qui soit intéressant et qui se différencie de l'hypermarché des images, mais elle peut nous être utile à penser toute une série de questions éthiques et politiques propres à l'IA. Car si vous allez à notre exposition au Jeu de Paume, vous verrez qu'en fait, vous avez toute une série d'œuvres qui utilisent l'IA, mais qui visent à utiliser l'IA pour interroger les enjeux sociétaux de l'IA, les enjeux politiques, et pas seulement les enjeux artistiques. Alors là, bon, je commence par une œuvre de Trevor Paglen sur la reconnaissance des visages, et notamment la question de la reconnaissance de l'émotion, hein, grande question qui traverse beaucoup d'œuvres d'artistes. Hein, que peut-on reconnaître, que peut-on savoir d'un autre? Vous retrouverez ça chez aussi un artiste qui s'appelle Julien Prévieux, qui expose une série qui s'appelle Inconnu, Connu, Inconnu, dans lequel il a retravaillé des visages de criminels ayant cherché à disparaître. Hein, quelle est la limite de la connaissance que peut nous apporter le visage, quelle est la limite des émotions qu'on peut capturer, hein, de manière algorithmique. Est-ce que je peux, comme on le propose, utiliser la caméra vidéo de Discord pour dire ce joueur a l'air dépressif et donc j'arrête sa partie? Est-ce qu'on peut, comme on y pense maintenant, bloquer Instagram aux moins de 15 ans en reconnaissant l'image des moins de 15 ans? Tout ça pose vraiment des questions d'identification du visage qui remontent, hein, dans l'histoire culturelle à la question de la physiognomonie, hein, évidemment, et l'art par l'IA rejoue, réinterroge, hein, ces questions d'identité et d'assignation sociale de l'identité, de l'humeur, par la reconnaissance vocale, d'image, pardon. Autre point qui est très très présent dans l'IA, c'est tout ce qui va relever des biais. Alors les biais, vous savez, c'est la grande question éthique de l'IA. En IA entre avec des données qui sont imparfaites. Elles seront d'autant plus imparfaites que depuis hier soir, Meta a le droit d'entraîner son IA sur vos posts Facebook et Instagram. Si vous n'avez pas fait d'opt-out, IA a commencé à gober vos données, et donc en gobant des données de piètre qualité, eh bien, elle peut être complotiste, etc., etc. Ou elle peut simplement ne pas voir certaines choses et surestimer certaines autres. De ce point de vue-là, l'IA est prise dans une tension, hein, entre des biais naturels
propres à ces corpus d'entraînement, et ensuite les manières dont elles sont réalignées sur des valeurs éthiques, mais il n'en demeure pas moins que ces corrections ne sont jamais parfaites et que de toute façon, l'IA ne peut pas savoir, ne peut pas être attentive à toutes les formes non documentées, à tous les espaces non documentés. Et là, je vous ai mis une très belle installation de Lina Dounia, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Blur Theory. Et là, elle a travaillé à faire des photos de sa ville, Dakar, pour montrer à quel point Dakar n'était pas connu par les algorithmes. C'est encore une ville où Google Maps ne vous permet pas de trouver un bon restaurant. Et elle nous expliquait qu'au fond, on pouvait être aussi intéressé par cette non-transparence algorithmique de la ville, qui permettait d'autres formes relationnelles. Mais en tout cas, la blur theory, la théorie du flou, elle permet d'interroger sur ce qui n'est pas vu. Donc, vous voyez, les biais, c'est à la fois ce qui est trop vu et ce qui n'est pas trop vu. De toute façon, je vous le disais, l'IA, elle est souvent débattue autour des questions de responsabilité sociale, environnementale. Il se trouve, samedi et dimanche, j'ai fait un grand débat à Pompidou sur l'IA avec beaucoup de monde. Et ces questions de responsabilité sociale, politique, environnementale étaient extrêmement fortes. Là, je vous ai mis à gauche une œuvre d'une artiste qui est exposée au Twom, qui s'appelle Agnieszka Kurent, qui travaille avec les photos des travailleurs du clic. Vous savez, l'IA, c'est beaucoup de logiciels, c'est beaucoup de techniciens payés $50 000 par mois, mais c'est aussi beaucoup de petites mains qui vont faire l'apprentissage par réenforcement et l'alignement, qui est indispensable à une IA telle qu'on les connaît aujourd'hui. Et ces personnes sont payées, c'est étudié par Kazidi, elles sont payées quelques euros et elles passent leur temps à cliquer, à choisir les bons contenus et sont parfois d'ailleurs exposés à des contenus très violents. Quant à la question de la responsabilité environnementale, politique, c'est évidemment autour de la question des terres rares qu'elle peut notamment se jouer. Et là, ce sont des terres rares d'un artiste belge, Charrière, enfin un jeu sur les terres rares que vous voyez ici. La question de la relation aux IA, des questions des valeurs morales, des valeurs de dignité sont très importantes. Là, c'est un film d'une artiste, Agnès Schöll, une jeune artiste qui sort du Frénois et qui montre comment on rentre en relation avec Replica, avec les robots conversationnels, comment on les anthropomorphisme et comment on peut rentrer dans des relations de violence, soit de violence subie par celui qui devient dépendant de son compagnon algorithmique, soit des violences imposées où l'IA devient quelqu'un qu'on insulte, etc. Et mine de rien, ce sont des questions éthiques assez nouvelles. Comment doit-on parler à un chatbot avec des options très contradictoires? On peut considérer que parler au chatbot de manière très correcte, c'est une manière d'accepter toutes les formes de relations et de vie, et donc de préparer à des IA plus riches, ou au contraire, on peut vous dire « Ah non, il ne faut surtout pas anthropomorphiser les IA, il faut les ravaler au rang de machines, c'est la meilleure manière de les contrôler ». Il y a de vrais dilemmes éthiques, et en tout cas, sur la manière dont les chatbots nous parlent, qu'est-ce qu'on autorise aux chatbots de faire? Replica, au début, permettait des relations amoureuses, enfin, des relations érotiques par chat. Ensuite, ça a été censuré par la société qui faisait Replica. Il y a eu toute une série de polémiques. Il y a des gens qui ont dit c'est pas possible pour nous censure. Moi, je suis handicapé et j'avais déplacé ma fantasmatique érotique sur Replica. Je trouve ça très violent que ça soit censuré. D'autres personnes qui ont applaudi en disant voilà, on va éviter aux gens de tomber dans quelque chose qui va être une relation algorithmique. Vous avez tous vu le film Her de Spike Jonze, qui met en scène cette manière dont on peut rentrer dans des relations très fortes avec les IA. Donc les questions d'identité, je les ai déjà rapidement évoquées, puisque en fait cette série-là de Prévieux, Inconnu, Connu, je l'ai déjà évoquée. Qu'est-ce que devient une identité à partir du moment où elle est prédictible algorithmiquement, identifiable, traçable? Où est la singularité? Où est le secret dans la surexposition que l'IA
peut donner à nos manières de penser. Ce sont vraiment des questions tout à fait troublantes, hein, qui sont ouvertes autour de ces questions éthiques de l'identité, du visage, hein, qui sont, que vous verrez dans beaucoup d'œuvres du jeu de paume. Évidemment, du côté de l'épistémologie, de la philosophie de la connaissance, hein, l'art permet d'interroger de manière un petit peu sceptique ces questions d'interprétabilité, d'explicabilité des modèles, en montrant, en essayant de figurer, hein, ces matrices de calcul, ces espaces latents, ces boîtes noires. L'art, de manière métaphorique, mais de manière très suggestive, hein, nous parle de ces langages inexplicables. On a plusieurs artistes qui exposent ce qu'on appelle les langages asémiques, des langages qui n'ont pas de sens, qui est une manière, au fond, de figurer la langue de l'IA. Est-ce que l'IA, hein, on a souvent rêvé que les IA avaient une espèce de langue des langues, hein, qui leur permettrait de passer d'un code à un autre. Ce sont des vraies questions que les artistes explorent très profondément. Autre dimension philosophique, l'IA qui a le rapport à la finitude, au temps, à la mort, avec l'idée que l'IA peut permettre de nous prolonger, c'est la philosophie post-humaniste. Et au jeu de paume, vous verrez une grande salle où vous avez une installation d'un artiste majeur, Grégory Tachonsky, qui s'appelle la 4e mémoire, qui est une sorte de tombeau, un tombeau, mais un tombeau où l'IA continue à activer des espaces possibles. Alors, autre question philosophique traversée par ces artistes qui jouent avec l'IA, la question de la vie. Là, c'est une artiste qui s'appelle Primera de Filippi, qui a fait des espèces de plantoïdes, qui sont des plantes animées par l'intelligence artificielle, et elle a inventé un mécanisme pour que les IA utilisent les humains pour se mettre pour rester en vie, puisqu'en fait, vous devez nourrir ces œuvres pour qu'elles vous donnent des poèmes avec des blockchains, avec des cryptos de la blockchain, et que ensuite, cette crypto-monnaie sert aux IA à payer des humains pour continuer à les entretenir et les fabriquer. Elle a inversé finalement les choses. En tout cas, elle interroge clairement la vie. Vous avez une autre installation très importante sur la vie dans l'exposition du jeu de paume, qui est faite par un artiste qui s'appelle Samuel Bianchini, qui utilise en fait la question des automates cellulaires, hein, qui sont une espèce de prototypes de comportements très simples de cellules. Et là, il a travaillé avec des équipes de scientifiques de Toulouse qui font de la modélisation avancée et qui utilisent de l'IA pour prédire des comportements. Autre question très vive dans cette exposition, question philosophique très vive, c'est le rapport au non-humain. Là, c'est l'installation de Justine Aymar, grand artiste de l'IA, qui est celle qui est responsable du pavillon français à l'exposition universelle d'Osaka aujourd'hui, et qui fait danser un danseur japonais avec un robot japonais qui s'appelle Alter 2. C'est une très belle vidéo, vous pourrez voir ça, dans lequel, au fond, c'est du co-apprentissage. Hein. Est-ce qu'on a du co-apprentissage qui ne peut pas se jouer? Est-ce que nous n'apprenons pas le fonctionnement des IA? Est-ce que nous ne faisons pas au fond, nous n'essayons pas de les comprendre? Est-ce que nous ne faisons pas une théorie de l'esprit des IA en même temps que les IA se sont fait une théorie de l'esprit humain? Ce sont des questions très intéressantes. Alors, le rapport à la nature, je vous ai parlé d'artistes qui jouaient avec la nature et l'IA. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Oreste Vessier, et il met en jeu en permanence la circulation entre l'IA et la nature. Il entraîne un GAN sur des corpus d'herbiers. Il demande à son GAN de générer des feuilles nouvelles, des branches nouvelles. Il va dans une forêt, il reprend des branches qui ressemblent aux feuilles générées par le GAN. Il les assemble pour qu'elles soient le plus proches possible de ce qui a été généré. Il va ensuite voir un fondeur de cuivre à ce qu'on appelle à cire perdue, et en fait il utilise ces plantes pour faire des objets en bronze, et au fond il arrive à mobiliser à la fois l'IA, la culture humaine, la culture scientifique à travers les herbiers, la nature et l'artisanat, une espèce d'art composite comme ça.
Donc, voyez qu'ici, cette interrogation de ce que c'est que la nature est profondément au travail dans l'usage de l'IA, et malheureusement, on n'a pas pu faire intervenir cet artiste majeur, Pierre Huyghe, très grand artiste français, qui lui aussi interroge l'altérité, la question de la nature dans son œuvre, et qui utilise justement l'IA pour interroger les limites de l'humain. Donc vous voyez que l'IA, elle pose beaucoup de questions propres à l'art, autour de sa valeur, autour de sa définition, autour de son auteur, autour des critères qui nous permettent de le décrire traditionnellement, la créativité, l'intention, etc. Mais qu'elle est aussi une manière pour nous de réfléchir à nouveau frais à ce que c'est que l'humanité a l'occasion de l'arrivée de cette rupture anthropologique, qui est d'avoir des IA génératives capables d'avoir des conversations avec nous et d'imiter ou de créer par intention humaine, en tout cas, des œuvres d'art inédites. C'est donc la richesse vraiment de l'art, à la fois comme objet d'interrogation pour la philosophie esthétique, mais plus largement comme manière d'adresser toutes les questions ouvertes par l'IA que j'ai voulu vous montrer ce matin. Je vous renvoie donc à ce numéro de la Nouvelle Revue Esthétique que j'avais dirigé pour les presses universitaires de France, à Créativité artificielle, à un petit bouquin que je fais qui s'appelle Vivre avec ChatGPT. Il y a aussi un bouquin qui vient de sortir aux éditions de Pompidou, sur l'art et l'IA, et vous avez le catalogue de notre exposition qui comprend non seulement des présentations des œuvres, mais aussi toute une série de textes essais. Donc voilà, et je crois que la littérature sur art et IA s'enrichit jour en jour, et donc on est heureux d'y avoir contribué avec ce programme de recherche à ANR Culture IA. Merci beaucoup de votre attention.